toutes les planètes et le système solaire au complet provient de ce qu'on appelle une grande nébuleuse, comme on en voit dans le ciel quand on regarde au télescope, des taches un peu floues. Ce sont d'immenses nébuleuses, des nuages de gaz et de poussière qui se sont, à un moment donné, effondrés sur elles-mêmes et qui ont formé tout ensemble le Soleil au centre et les différentes planètes dans leur orbite respective. Alors, c'est une phrase qui est fondée sur le développement des connaissances scientifiques. Au XXe siècle, on a découvert la physique nucléaire. On a découvert comment des atomes peuvent se combiner pour former de nouveaux atomes. Et on a pu comme ça étudier quelle est l'origine des éléments chimiques. Et on s'est aperçu d'abord que les éléments chimiques, ça demande des réactions nucléaires pour les former. Et ces réactions nucléaires demandent qu'il y ait beaucoup d'énergie. Et où est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie dans le monde? Eh bien, dans les étoiles, parce que les étoiles sont extrêmement chaudes. Donc, l'idée que les éléments, nos atomes ont été formés à l'intérieur d'étoiles qui ont vécu avant la naissance du Soleil, avant la naissance de la Terre, et qui ont formé tous les atomes que nous connaissons, la table de Mendeleïev. Et d'où l'idée que si on se demande d'où viennent les atomes de notre corps, comme les atomes de la table et tout, ils viennent des étoiles, ils ont été créés dans les étoiles. Donc c'est en ce sens qu'on peut dire que nous sommes des poussières d'étoiles, nous sommes composés d'éléments qui viennent d'un passé très ancien, avant la naissance du Soleil, il y a plus de 4,5 milliards d'années, et donc qui ont été formés dans les étoiles. Et donc nous sommes, c'est une façon de le dire un peu littéraire, nous sommes composés de poussières d'étoiles. Oui, c'est pour ça que j'ai trouvé que cette phrase était intéressante. Le message, c'est de dire, de raconter aux gens d'où ils proviennent. Ce que l'astronomie, les différentes sciences nous apprennent de comment il se fait que nous sommes ici avec ce corps humain, avec notre intelligence, capable de poser des questions. Et l'astronomie, sur ce plan, nous donne des renseignements sur ce qu'on appelle les origines. Les êtres humains ont toujours été fascinés, se posent depuis toujours la question des origines. Tous les peuples opprimés, en particulier, se posent cette question. Et là, on apprend, chose merveilleuse, si on peut dire, que la science, d'une façon inattendue, on ne prévoyait pas ça au départ quand on a commencé à faire de l'astronomie et de la physique nucléaire, mais quand on a mis tous les morceaux en place, cela a donné ce message qui est notre histoire, comment nous en sommes arrivés à exister aujourd'hui. Et ça, c'est fascinant et ça intéresse beaucoup les gens. La connaissance, c'est une curiosité personnelle, naturelle. J'ai toujours été intéressé à essayer de comprendre quelque chose de ce monde dans lequel nous existons. Et ça, c'est quelque chose qui est présent chez tous les gens. Les gens ne le savent pas nécessairement, mais quand ils apprennent des choses sur eux, ça les intéresse. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a un vaste public qui s'intéresse à ces questions, mais qui ne sait pas qu'il, quand il les connaîtra, ça l'intéressera. C'est ça qui est le message aujourd'hui, c'est de faire connaître aux gens quelque chose qui leur parle d'eux. Et en ce sens, par exemple, pour les lycées, les étudiants qui disent la physique, ça m'ennuie, la chimie, ça m'ennuie, le message qu'on peut leur dire, eh bien, la physique, la chimie, la biologie sont des chapitres de ton existence antérieure. Et à partir du moment où ils savent que cela leur parle d'eux, leur intérêt change complètement. Quand on sait qu'un sujet nous touche, on est bien plus prêt à se motiver pour le connaître. Oui, c'est vrai, moi j'ai toujours été intéressé, j'ai toujours eu beaucoup de reconnaissance pour les gens qui m'apprennent quelque chose. Et je me souviens quand j'étais à l'université aux États-Unis, où j'avais des cours absolument passionnants, je m'y rendais malade ou pas malade. Hein. L'idée de manquer un cours d'un professeur que je savais qu'il m'apprendrait des choses intéressantes, je me levais et je partais avec un mal de tête, avec n'importe quoi. Donc c'est un peu dans ma nature, je dirais. Je suis curieux. D'où ça vient, je ne sais pas, c'est difficile de dire. Mes parents n'étaient pas du tout des scientifiques. Mes parents, mon père était un représentant de commerce
Mais il y avait une chose dans la famille, c'est qu'il y avait une vraie vénération pour la nature. Les oiseaux, les poissons, les étoiles, tout ça, on en parlait beaucoup. Nous vivions au Québec, près d'un grand lac, d'où on voyait les couchers de soleil magnifiques. Mais ma mère nous invitait, venez voir le coucher de soleil. Et les enfants venaient, s'assoyaient sur des bancs qui avaient été disposés au bon endroit et on regardait les couchers de soleil. Donc c'est un peu de ça, tout cela qui m'est venu. J'ai vécu une enfance avec des parents qui adoraient, adulaient, je ne sais pas, la nature, et ça m'est resté. Et je dis souvent aux parents, amenez vos enfants dans la nature, vous leur ferez un cadeau formidable. Développer chez eux le sens d'aimer la nature et d'y être bien, ça va, c'est un cadeau pour toute leur vie. Et ça va en faire de bons défenseurs de la nature quand arriveront les problèmes d'environnement et d'écologie. Alors, le domaine de l'astronomie est un domaine merveilleux pour faire de la vulgarisation. Pourquoi? Parce que les étoiles, ça parle plus que les molécules. Si vous voulez faire des cours de vulgarisation sur les molécules, bon, c'est intéressant, mais ça n'a pas le même impact que les étoiles, qui sont à la fois un lieu de rêve, un lieu d'émerveillement et un lieu de raisonnement, de physique, de science, quoi. Donc le fait que les étoiles rejoignent les deux aspects, la poésie et la science, ça en fait un instrument formidable de vulgarisation. Tout le monde a envie de voir de belles images des étoiles, des galaxies. Tout le monde a envie de comprendre un peu mieux ce qui se passe là-dedans. Pratiquement pas. Il y a des techniques qui ont été développées pour l'astronomie qui ont été, après coup, beaucoup utilisées pour d'autres effets. Mais les étoiles elles-mêmes, bon, c'est intéressant, mais c'est évidemment pas dans la vie pratique. Bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes aujourd'hui avec l'utilisation des sciences. On le voit quand on voit les problèmes que provoquent les pesticides, tous ces problèmes écologiques qui sont nés de notre activité scientifique et qui nous causent des problèmes. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on peut dire. On peut dire aussi que les sciences nous ont permis de faire de la médecine, de guérir des maladies qui étaient inguérissables dans le passé, nous ont donné un confort qu'on n'avait pas dans le passé. Donc la science, la technique, c'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de ce qu'on en fait. Et on peut en faire des bombes atomiques si on veut, mais on peut en faire aussi des vaccins ou des choses pour la santé. Il faut faire la distinction entre la science et, je dirais, le discours des valeurs. Par rapport aux bombes atomiques, la science peut vous dire comment en faire, si vous le désirez, mais elle ne peut en aucun cas vous dire si vous devez en faire ou non. Ça, c'est un discours plus philosophique, plus religieux, plus moral. Il faut bien distinguer les deux. Moi, je trouve que la science, c'est quelque chose qui a amélioré, qui a réenchanté le monde. On dit souvent la science a désenchanté le monde. Je pense qu'elle l'a réenchanté. Par exemple, la Lune, eh bien, la Lune s'était vue dans le passé comme un lieu de légende, c'était bien sympathique, avec des fées et tout ça. Aujourd'hui, d'apprendre que la Lune et toute la matière de l'univers fait partie de cette histoire de l'univers dans lequel nous retrouvons nos origines, c'est pour moi beaucoup plus intéressant que d'apprendre qu'il y a des fées sur la Lune. C'est pour ça que je dis la science a, dans un certain sens, désenchanté dans le passé. Aujourd'hui, ce que nous apprenons s'ajoute à l'émerveillement au lieu de le neutraliser ou de le faire disparaître. Mais c'est un point de vue personnel, tout le monde n'est pas d'accord, mais pour moi, c'est assez clair. Ben, je crois que c'est un projet intéressant, je crois qu'il faut le poursuivre. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait si cette énergie de la fusion de l'hydrogène, qui est celle des étoiles, si elle est rentable. Rentable, ça veut dire en tirer de l'énergie, ça on l'a déjà fait, on l'a déjà réalisé, mais en tirer plus qu'on en met, parce que si on en met plus qu'on en retire, ça n'a plus aucun intérêt. Donc, le but d'ITER, c'est d'essayer de tester cette hypothèse. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est rentable. ITER, c'est fait pour le savoir.
Après coup, si on trouve que c'est positif, très bien, ça pourrait être intéressant de l'utiliser. C'est une source d'énergie qui a un grand avantage, c'est qu'elle est bonne pour longtemps. Il y en a pour des milliards d'années, alors que l'autre source d'énergie, qui sont le nucléaire que nous utilisons, l'uranium, c'est à court terme, c'est pas beaucoup, pas au-delà de 1000 ans. Alors vous direz, 1000 ans, c'est long. Oui, c'est long, mais c'est court par rapport à l'histoire de l'humanité. 1000 ans, c'est le Moyen Âge. 2000 ans, c'est l'époque romaine. Une source d'énergie valable, aujourd'hui, c'est une source d'énergie qui ne pollue pas, qui n'émet pas de gaz carbonique, l'effet de serre, et qui est fiable pour longtemps. Longtemps, c'est, bon, la durée de l'espèce humaine, notre espèce, c'est 200 000 ans. Donc, une source d'énergie doit approcher ces échelles. Donc, je crois que c'est intéressant de continuer cela, mais ça n'est pas non plus sans poser des problèmes. Mais c'est sûr que le problème de l'énergie est devant nous à l'échelle d'un demi-siècle. On aurait épuisé le pétrole, on aurait épuisé l'uranium qu'on utilise dans nos réacteurs, l'uranium-235. Il restera deux sources d'énergie possibles, le solaire, les éoliennes, les cellules photovoltaïques. Ça, c'est bon pour des milliards d'années. Et puis peut-être ITER, la fusion contrôlée, qui peut-être marchera. Mais bien mettre un point d'interrogation, on ne peut pas faire une politique énergétique avec une source qui n'a pas prouvé sa fiabilité. C'est la première chose à faire, c'est de s'assurer que ça va marcher et que ça va marcher longtemps. Alors, il y a deux grandes questions auxquelles qu'on ne comprend pas et je pense sur lesquelles il faut renoncer à continuer parce que, bon. Alors, la première, c'est la fameuse question qui est pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Ça, c'est la fameuse question que Leibniz posait il y a déjà 2 siècles, auquel nous constatons qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire le mystère de l'existence. On peut faire toutes les lois qu'on veut, qui marchent ou qui ne marchent pas. On ne peut pas dire pourquoi il y a de la matière qui est contrôlée par ces lois. Ça, c'est un point fondamental. La deuxième question, c'est pourquoi cette matière que nous rencontrons possède de l'information, c'est-à-dire qu'elle est différenciée. Il y a des charges électriques, il y a de l'eau, il y a des objets. Tout ça, c'est de l'information. Et cette information, elle vient du fait que la matière est différenciée. Et ça, c'est la seconde grande question, c'est-à-dire, en définitive, pourquoi il y a des lois de la physique plutôt que pas de lois de la physique? Pourquoi il y a de la matière, Leibniz? Pourquoi cette matière est contrôlée par des lois? C'est une seconde question qu'on admet, on constate. On voit, il y a la gravité, vous laissez tomber une pomme, elle tombe à terre. Ça, c'est des faits, encore une fois, qui sont du domaine de l'observation, de l'existence des choses. Pour moi, sur le plan philosophique, ce sont les deux grandes questions qu'il faut commencer par dire « on ne sait pas, c'est comme ça, il y a de la matière, il y a des lois », et là, on commence à faire de la science. Mais si on n'a pas déjà posé cela, on ne peut pas faire de science. Il faut supposer qu'il y a de la matière, qu'il y a de l'information, et que ça, c'est fondamental, et que c'est cela qui a permis à l'univers de se développer, de se construire, de se complexifier. Je ne devrais pas dire ça, je devrais dire, a priori, on ne voit pas comment on pourrait expliquer pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. C'est-à-dire, toute explication que vous allez dire ne peut pas dire il y a ceci parce que rien. Ce n'est pas de la science. Vous dites il y a ceci parce qu'il y a ça. Toujours, on est en train de mettre ensemble des causes, des effets, mais si la cause, c'est rien, ben, ce n'est pas un langage de science. Donc, dans ce sens, je ne vois pas, je devrais dire plus humblement, que je ne vois pas comment on pourrait, à partir de raisonnement, expliquer pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, c'est-à-dire le mystère de l'existence, et on ne voit pas non plus comment on pourrait dire pourquoi il y a de l'information plutôt que pas d'information. C'est dans ce sens-là que j'en fais le socle de la science. On s'établit sur deux questions qu'on suppose auxquelles on ne peut pas apporter de réponse, et là on commence à apporter des réponses. Mais il faut d'abord ce socle, il y a la matière et il y a des lois.
Oui, c'est tout ce que nous avons appris grâce aux crises de l'environnement, grâce aux crises de l'écologie. C'est notre comportement qui est de posséder la nature, de la dominer, va dans le mur. C'est bien ce dont nous nous rendons compte avec cette crise écologique, qu'il faut revoir notre comportement par rapport à la matière, à l'univers, c'est-à-dire apprendre à nous intégrer harmonieusement dans un écosystème qui nous permet de durer. C'est un peu la leçon des sciences de la nature. J'aime prendre par exemple une tortue. Une tortue, ce n'est pas très intelligent à notre échelle, mais les tortues existent depuis 250 millions d'années, c'est-à-dire qu'elles ont traversé énormément de perturbations géologiques, météoritiques, climatologiques et tout, jusqu'à maintenant. Nous, après quelques millions d'années, on est déjà dans le collimateur de la disparition. Ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est que nous pourrions disparaître. Et il faut se rappeler que nous sommes venus bien près de disparaître pendant la guerre froide. La guerre froide, à plusieurs moments, on aurait pu avoir une guerre nucléaire qui nous aurait éliminés, vraisemblablement. Ça veut dire, nous découvrons que nous sommes périssables. Et nous sommes périssables, pourquoi? À cause de nos propres inventions. Ce n'est pas des forces naturelles qui nous menaçaient à cette période et qui nous menacent aujourd'hui dans la crise de l'environnement. C'est ce que nous avons fabriqué. C'est notre formidable intelligence que nous utilisons mal. Par exemple, nous avons fait des bateaux de pêche qui prennent plus de poissons en quelques heures qu'on en prenait pendant des siècles. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, aujourd'hui, on pêche 2 fois plus de poissons qu'il ne s'en reproduit. Vous voyez, on peut être très intelligent, il y a une limite qui nous échappe. La terre n'est pas infinie, le nombre de poissons n'est pas infini, les terres arables que nous stérilisons, etc. Donc, c'est notre comportement par rapport à nos propres forces, à nos propres inventions, la bombe atomique et l'environnement qui nous menacent. Donc, c'est en ce sens-là que cette règle qui est dans la Bible, bien sûr, dominer la nature, mettez-la à votre service, qui est reprise par Descartes, on l'a fait l'expérience. Et on voit ce que ça donne. Ça donne le réchauffement climatique, ça donne la stérilisation des terres, ça donne l'acidification des océans. Donc, nous devons revoir, à l'exemple des tortues, de nous intégrer dans un écosystème dans lequel on prend et on donne. On établit un équilibre qui nous permet de durer. C'est la loi de la nature. Si vous voulez durer, installez-vous dans un écosystème. Autrement, si vous continuez comme vous avez toujours fait, vous disparaîtrez. Il y a eu des millions d'espèces qui sont apparues sur la Terre jusqu'ici. Des millions sont disparus parce qu'elles ne sont pas arrivées à s'intégrer. C'est la grande loi. Il faut s'intégrer dans l'environnement. Autrement, la nature ne fait pas de cadeaux. Alors, une menace bien connue aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. La COP 21, justement, a été autour de ce thème. Il ne faudrait pas augmenter la température de plus de 2 degrés. Mais une autre menace qui est beaucoup moins connue parce qu'elle est moins spectaculaire, c'est la biodiversité. C'est le fait que nous éliminons régulièrement des quantités d'espèces animales et végétales qui nous sont essentielles. Je prends un exemple, les vers de terre. Les vers de terre, leur disparition rapide aujourd'hui ne fait pas la une des journaux. Vous ne faites pas... Mais pourtant, c'est aussi grave que le réchauffement climatique, puisque les vers de terre organisent la terre, fertilisent la terre en permettant l'oxygénation des sols. Et ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que de plus en plus de terres arables, qui étaient arables, deviennent stériles à cause des pesticides, à cause de toutes les raisons qui font la crise de l'environnement. Donc c'est en ce sens qu'il est important de se rendre compte que nous sommes une espèce très saccageuse, probablement la plus saccageuse qui a existé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on prévoit qu'on pourra avoir éliminé jusqu'au dernier la moitié des espèces vivantes sur la Terre avant la fin du siècle. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est en train de se faire et qui nous montre précisément l'importance de la biodiversité, de tous les éléments de la vie. On a découvert que
nous pensions être le chef qui peut tout faire, nous pensions être le chef-d'œuvre de la nature, le but de l'évolution. Ce n'est pas vrai. Nous découvrons que nous sommes une espèce parmi beaucoup d'autres espèces qui sont soumises à la même loi, et en particulier la protection de ces espèces dont nous dépendons est devenu un élément essentiel, autrement nous disparaîtrons. Donc c'est en ce sens, je pense qu'on peut dire que la biodiversité, tout comme le réchauffement climatique, sont des éléments très graves qui nous menacent. Alors, une chose qu'on peut dire, on dit souvent l'écologie, c'est un luxe de riches. C'est pas vrai. C'est quand il y a une grosse tempête sur Miami ou sur Paris, c'est pas très grave. Une grosse tempête sur les bidonvilles de Rio, c'est beaucoup plus grave. Nous sommes déjà, nous qui sommes riches, bien plus protégés, et les victimes sont beaucoup plus dans le monde peu riche que pour nous. Donc, en ce sens, on peut dire, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Nous vivons ici dans un grand confort. 1 milliard au moins de gens vivent en dessous du niveau de la pauvreté. Si, pour l'écologie, par exemple, on adopte ce qu'on appelle aujourd'hui la décroissance, eh bien, ça revient à les laisser en rade. C'est-à-dire, l'un des buts de l'écologie, c'est d'améliorer la qualité de la vie. La qualité de la vie, elle est importante. Nous l'avons déjà, on peut dire, mais il y a 1 milliard de personnes qui ne l'ont pas. Et admettre une décroissance, c'est admettre qu'on les abandonne à eux-mêmes. Ce qui doit croître, ce n'est pas la richesse, c'est la qualité de la vie. Et ça c'est essentiel si on veut un peu plus de justice par rapport à tous les gens qui sont aujourd'hui dans la misère. Bien sûr, bien sûr. La planète, elle va continuer à tourner autour du Soleil, quoi qu'il arrive. La vie va continuer. Par exemple, la vie microbienne n'est pas du tout affectée par ce que nous faisons. Et les mouettes, si vous êtes allé à Marseille et si vous avez vu le dépotoir à ciel ouvert qu'il y a à Marseille, vous apercevez qu'il y a des gens qui profitent de ce que nous faisons et qui vont certainement nous dépasser même si nous disparaissons, c'est les mouettes. Mais d'une façon générale, la vie va certainement continuer. La vie est extrêmement robuste. C'est ce que nous découvrons aujourd'hui avec les expériences sur ces bactéries qui vivent dans les températures au-dessus du point d'ébullition de l'eau, qui vivent dans des milieux très alcalins, très acides. Enfin, on voit bien que la vie est très robuste, mais pas la nôtre. La nôtre n'a pas cette robustesse. Nous sommes très fragiles. Nous pourrions disparaître à peu de choses près. Donc c'est ça qu'il faut considérer. La vie va continuer. Peut-être que l'évolution va ramener plus tard une espèce intelligente, même si nous sommes disparus, mais ça reste le fait que c'est nous qui sommes encore. C'est plus particulièrement la qualité de la vie. Quel sera l'état de cette planète dans 30 ans? Personne ne le sait. Ça, selon les décisions écologiques qui seront prises, ça pourrait être beaucoup mieux ou bien pire. On a des exemples sous les yeux. Ce sont les mégalopoles, par exemple, en Chine, où on voit comment la vie est invivable. La pollution est extrême, les gens meurent de quantité de maladies cardiovasculaires. Je crois que les habitants de ces villes ne savent pas que le ciel est bleu. Pour eux, le ciel, il est jaune sale. C'est ça qui nous attend si nous ne réagissons pas rapidement. Et sur ce plan, alors je veux dire un mot peut-être, est-ce que vous voulez, sur la COP 21. La COP 21 qui a eu lieu ici à Paris en novembre dernier, maintenant on est à l'heure des bilans. Est-ce que ça a apporté des choses? Sur le plan concret, pas grand-chose. Il y a quand même des petits pas qui ont été faits. Mais c'est un événement historique. C'est la première fois dans l'histoire humaine que l'ensemble de la planète, 195 pays, admettent en commun un point, sont d'accord pour dire il y a un problème, ce problème est grave, ce problème c'est d'arrêter le réchauffement climatique, de le limiter à, espérons-le, pas plus de 2 degrés.
Mais ça, c'est un événement historique. Ça n'est jamais arrivé auparavant que l'ensemble de la planète s'est mis d'accord sur un point. Et c'est un point essentiel. Bien sûr, ce n'est pas suffisant. Ensuite, il faut le faire. Mais déjà, d'avoir eu cet accord, s'il n'y a pas un accord à l'échelle mondiale, on va nulle part. Parce qu'avec 195 pays, avec des gouvernements différents qui pensent des choses différentes, là, pour moi, c'est un événement historique et ça vaut la peine de le saluer. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis plus quand je vois ce qui se fait, des jours où je le suis moins quand j'apprends des mauvaises nouvelles comme on en apprend régulièrement. En fait, je dirais, si on posait la question de la façon suivante, moi ça fait 40 ans que je suis cette situation et souvent les gens me demandent est-ce que ça va mieux ou est-ce que c'est pire? Je dis, il y a les deux. À la fois, ça se détériore, la détérioration se poursuit, on coupe de plus en plus d'arbres, on émet du gaz carbonique. Sur ce plan, le problème, la détérioration, non seulement se poursuit, mais s'accroît. Mais en même temps, ça va beaucoup mieux parce qu'il y a la prise en conscience, le fait que de plus en plus de gens, il y a un grand mouvement dans le monde pour réagir, pour faire des choses, ces conférences sur le climat, par exemple, les entreprises qui se font un peu partout, qui ont un début écologique, c'est quelque chose qui est en croissance rapide. Alors, nous sommes en fait devant un conflit entre deux forces qui prennent chacune de la puissance. Et ce que ça donnera, personne ne le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va influencer l'avenir de l'humanité pour des milliers d'années. On est vraiment dans une période critique aujourd'hui. Sur ce plan, c'est ça.